Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo qui aujourd'hui va porter sur un film qui parle du Némésis de Batman, j'ai nommé ni plus ni moins le Joker. À la réalisation, Todd Phillips. Alors qui est Todd Phillips? Vous le connaissez, mais vraiment de loin. Il s'agit du réalisateur de la franchise Very Bad Trip, également de Date Limit, et plus récemment du film War Dogs. C'est assez intéressant de relever ce détail parce que ce sont des films qui collent à un registre assez comique, avec un humour relativement gras, tandis que là, on a un film qui ne se rattache pas spécialement à ce type de scénario. L'élément important à relever, c'est le fait que normalement ça devait être Martin Scorsese qui devait être à la réalisation, le réalisateur d'un des plus gros films de la fin des années 90. En casting, on a Robert De Niro et le Joker incarné par Joaquin Phoenix. C'est probablement un des seuls acteurs ayant une filmographie quasiment irréprochable. Sans trop spoiler, pour faire un bref résumé, le Joker, c'est l'histoire d'un citoyen qui vit à Gotham City, Arthur Fleck, qui vit chez sa mère. Tout va basculer lorsqu'il va se faire virer parce qu'il était surpris avec une arme pendant qu'il travaillait. Et à partir de là, en fait, tout va basculer jusqu'à ce qu'il devienne le Joker. Un avis général avant de faire une réflexion un peu plus approfondie. Le film marche très bien. Pour moi, c'est une réussite totale sur plein de points. Est-ce que le film vaut le coup? Oui. Totalement. Ce film est pour moi une belle réussite et une excellente performance, que ce soit de Joaquin Phoenix ou à la réalisation. Surtout à la réalisation. À partir de maintenant, je vais spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu le film, je vous invite à mettre ça de côté et revenir quand vous l'aurez vu. Ce film marche pour plusieurs raisons. La première, c'est que la distribution ainsi que le réalisateur ont compris que le Joker, ce n'était pas que de la folie, c'était avant tout et de manière intrinsèque la solitude, et c'est pas tout le monde qui le comprend. Dans les anciens films, c'était assez compris, mais plus récemment, dans Suicide Squad, le Joker de Suicide Squad, incarné par Jared Leto, pour moi ne respecte pas du tout ce cahier des charges. En fait, ils se servent plus de l'icône du Joker pour en faire le symbole de la folie dans le film, alors que ce n'est pas du tout ça. C'est ce qui fait d'ailleurs que ce Joker, pour moi, est un échec absolu. Donc là-dessus, ça a été compris. Quand on regarde la construction du film, on peut la voir en deux grosses parties. La première, où c'est Arthur Fleck qui est vraiment victime de ce qui se passe à Gotham City, victime du fait qu'il n'est pas aidé, qu'il est vraiment marginalisé au sein de la société. Et enfin la deuxième partie où il devient le Joker. Ces deux parties se justifient par le choix des plans. La séparation de ces deux parties se justifie par le fait que Arthur Fleck dans la première partie est vraiment victime de ce qu'il se passe, et ça se voit en fait par les prises de vue. En effet, on constate qu'il est étouffé par des plans relativement larges, comme s'il était à la fois spectateur et fondu dans la masse, ignoré par la caméra et par les autres par la même occasion. Et ça se constate aussi parce qu'en fait il y a deux scènes où il se fait tabasser. Ceux qui le tabassent sont contre-plongés. Et au cinéma, les vues en contre-plongée indiquent en fait que la personne domine celle qui est à la place de la caméra. L'autre élément en fait qui fait qu'on voit que c'est un personnage qui est très seul, c'est le décalage qu'il y a en fait entre lui et le monde. Le rire du Joker, qui est assez célèbre dans la pop culture, en fait, se justifie par le fait qu'il aurait soi-disant une maladie, qu'il mentionne sur une étiquette que sa mère lui a faite, en l'occurrence le fait que lorsqu'il est contrarié ou stressé, il se met à rigoler. Donc en fait, on voit qu'il y a un énorme décalage entre lui et le reste du monde. Le dénouement sera le moment où le Joker va donc assassiner les trois personnes qui sont en train de l'agresser dans le métro. Donc il les assassine par balle. C'était un de ses collègues qui lui avait passé, donc il se défend avec et assassine donc les trois, je sais plus s'ils sont étudiants ou s'ils travaillent pour la web entreprise. C'est ce moment-là en fait qui va créer un changement radical chez Arthur Fleck et même dans le film. À ce même moment, il va se cacher dans des toilettes publiques et va par la suite se mettre à danser. Et c'est intéressant d'observer cette danse parce qu'il ne s'agit pas seulement que de le voir se trémousser de cette façon. On remarque que la caméra accompagne le Joker et le prend en contre-plongée comme si c'était lui qui prenait les devants et qui dominait le film. Et c'est exactement ce qui se passe parce que tout le reste du film, on va voir plusieurs éléments qui vont faire qu'il va devenir le Joker. Puisque va arriver la deuxième partie du film où on voit la création et la constitution du Joker. Par le biais de sa mère, il découvre qui est son père, en l'occurrence Thomas Wayne. Je vous avoue qu'à ce moment du film, je me suis dit, s'ils font ça, c'est culotté, mais ça m'étonnerait. Et quand on avance un peu plus dans le film, on se rend compte que c'est complètement faux, puisqu'Arthur Fleck a été adopté. Ce dernier n'a pas voulu y croire, et a donc voulu vérifier, et il s'avère que cette information était totalement vraie. Arthur Fleck est donc quelqu'un d'adopté, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas c'est quoi son vrai prénom, ni son vrai nom de famille, donc on est sur un personnage qui n'a absolument aucune racine et aucune origine, et c'est ce qui va renforcer la mythologie du Joker, parce que le Joker dans le comics n'a absolument aucune origine, et c'est très rare qu'il en ait eu. Nous devenons complices du Joker, et c'est par un élément qui est assez intéressant, c'est la musique. Il y a plusieurs scènes où on voit le Joker danser sur des musiques, mais ces musiques-là sont extra-diégétiques. C'est-à-dire que nous, on entend les musiques et lui danse dessus, alors que ces musiques-là ne sont pas dans la scène. Et ça devient assez intéressant. Donc ça veut dire que
il devient complètement fou et on le voit devenir fou et on devient complice de cette folie. Et ça se conclut en fait avec une scène super connue dans les comics, celle où il est invité sur un plateau télé en tant que justement le Joker. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu comment il est devenu le Joker, enfin comment il est devenu ce qu'il est devenu maintenant. Et en fait, il va créer une espèce de malaise en fait. Et c'est un malaise que nous spectateurs on va avoir parce que il est pas spécialement drôle et en fait, si on regarde bien, il cherche pas à être drôle, il veut juste se venger de ce que la société l'a fait subir. Donc ce film fonctionne et il fonctionne très bien. Le Joker devient un symbole au sein de la ville. Et c'est une approche plutôt intéressante en fait du Joker. Il y a ce dernier plan, enfin un des derniers plans où on voit le Joker se mettre sur sa voiture, un peu en contre-plongée, où on le voit faire un sourire avec son sang et se retourner. Quand il se retourne, il est en contre-plongée. Alors, on comprend à ce moment-là qu'il devient un symbole au sein de Gotham City. Et c'est pour ça que ce film est une réussite. Un autre élément qui est assez intéressant, c'est la justification de son rire. Pour le coup, c'est une totale interprétation, ce que je vais dire. Dans la première partie du film, en fait, c'est justifié par le fait qu'il a une espèce de maladie qui fait qu'il rigole quand il est stressé, angoissé ou contrarié. Mais dans la deuxième partie du film, en fait, on comprend qu'il rigole parce qu'il trouve ça drôle en fait. Il rigole dans ces moments d'angoisse ou de stress parce qu'il trouve ça marrant. Est-ce que c'est un choix injustifié? Pas du tout. Si on regarde le comics, comment il s'appelle déjà? Ah, j'ai oublié le nom. Comment il s'appelle? Le comics Injustice. Dans ce comics, en fait, le Joker va tuer Lois Lane et Superman va se venger. Et il va se venger en transperçant le Joker et le Joker va éclater de rire à ce moment-là, alors qu'il meurt. Donc en fait, on constate que le Joker ne rigole pas à des moments assez appropriés. Donc oui, ce choix de le faire rire à des moments décalés est justifié et renforce le personnage du Joker. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Donc ce film, effectivement, a pour thème principal la solitude. Ça ne veut pas dire que le Joker n'est pas fou. Il n'y a qu'à voir quand il s'imagine sortir avec sa voisine. Il a tout inventé de A à Z. On a effectivement un premier indice lorsqu'il regarde l'émission de Murray Franklin, je crois qu'il s'appelle. Ouais, c'est ça. Lorsqu'il regarde l'émission de Murray Franklin, on le voit repenser à un moment où il l'aurait rencontré, soi-disant. En fait, tout au long du film, on se demande si ça s'est vraiment passé. Il se trouve que pas du tout. Il y a quand même cette part de folie qui subsiste, en fait, mais ce n'est pas ce qui constitue l'intégralité du Joker. Ça risque de déplaire à certains, mais pour moi, ce film détrône quasiment tout ce que le DCU a pu faire. Je n'inclus pas Man of Steel parce que pour le coup, c'est un bon film. Il n'y a pas besoin de connaître le Joker pour aller voir le film. Le film se suffit à lui-même. Il ne peut pas y avoir des énormes easter eggs que tout le monde va repérer. Tout l'inverse de Batman v Superman. Un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé super intéressant. Mais si tu connais pas les comics, je pense que tu vas être largué. Il n'y a pas ce problème dans le Joker. On peut comprendre le film sans avoir recours à la lecture des comics. Moi j'en ai lu pas mal, ça n'a fait que confirmer mes lectures en fait, ça n'a servi à rien de plus. Il y a eu quelques petits éléments, peut-être, oui, pour les plus gros fans du Joker, certes, mais ce n'est pas des éléments obligatoires, c'est tout l'inverse de Batman v Sup. Un autre élément qui a suscité pas mal de critiques en fait, c'est également l'apparition de Bruce Wayne. Quand on regarde bien, donc il y a cette rencontre donc avec le futur Joker et le futur Batman. Les plans sont très serrés, en champ contre champ, comme s'il y avait dualité, le tout séparé par une grille. La grille qui pourrait symboliser donc la séparation entre deux idéologies complètement différentes, puisque le Joker est l'exact opposé du Batman. Et inversement. Certaines personnes pensent que la mort des parents de Bruce Wayne est soit mal exploitée, soit inintéressante, soit n'importe rien donc au scénario. Moi je pense que si, parce que ça va créer un lien entre Batman et le Joker. La mort de ses parents a été causée par un mouvement que le Joker a indirectement provoqué. Mais je peux comprendre néanmoins que ça puisse gêner parce que tous les projecteurs sont tournés vers le Joker. Pourquoi accorder de l'importance à la mort de ses parents? Donc effectivement, ça peut poser un problème, mais je pense que c'est assez justifié pour le traitement du personnage du Joker. Et c'est tout. C'est tout. Donc allez voir le Joker. Ça vaut le coup de le regarder. Et voilà, c'est la fin de cette critique et d'analyse de certaines séquences. Si ça vous a plu, je suis très content pour vous, tout simplement. On se retrouve bientôt pour une prochaine critique, pour un prochain film. Je sais pas encore lequel, mais je le saurai bientôt. À bientôt.